Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 28 octobre 2019 et voici les titres à la une de l'actualité ce soir. La ville de Buea porte le deuil depuis hier. Le décès de Patrick Ekema divise au-delà de la capitale du Sud-Ouest. Des sons de cloches discordants autour de ce deuil d'un homme jugé controversé. Son rôle dans la lutte contre les villes mortes font de lui un héros pour certains. Zoom sur la personnalité de l'homme dans ce journal. Bolloré au sujet de la signature du contrat de concession. Les débats enflent depuis quelques jours après la décision du président de la République de suspendre la procédure de passation de concession à un nouvel opérateur. Nous donnons les clés pour comprendre cette affaire qui crée la polémique dans ce journal. Construction de la Ring Road dans le Nord-Ouest, la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à apporter plus de la moitié des financements. La convention de 12 milliards de francs CFA signée ce jour permettra d'achever la phase d'étude du projet routier long de 365 km. Et enfin, une agression spectaculaire dans la nuit de vendredi à samedi dans un bus de l'agence Binam Voyage. Des individus sans foi ni loi ont racolé le véhicule de transport en commun au lieu-dit mobile Emana Bafoussam avant de sortir armes à feu et couteaux pour dépouiller les passagers de leurs biens. Soyez les bienvenus au 19h50 sur Canal 2 International. L'inauguration de la rue Françoise Phoning ne se fera pas ce 29 octobre 2019. D'après une correspondance du délégué du gouvernement, le désir de reporter ce moment solennel a été émis par les membres de la famille de Françoise Phoning. Ce geste pour honorer la mémoire de l'ancienne maire de Douala 5e se tiendra après avis de la famille. Une information confirmée par cet autre communiqué. Ce dernier précise que le report de cette cérémonie officielle de baptême de la rue allant du lieu dit entrée Bépanda au lieu justement dit rue Françoise Phoning à Douala 5e est dû aux travaux d'entretien routier qui s'effectuent dans la zone. Si cette information date de quelques jours, des réserves avaient déjà été émises plus tôt par la fille de l'édile de Douala 5e que je vous propose d'écouter. Nous reviendrons certainement dans quelques instants sur cette réaction de la fille de l'ancienne édile de Douala 5e. Cependant, la mémoire de Françoise Phoning décédée il y a 4 ans a bel et bien été honorée ce lundi au centre médical de l'arrondissement de Bépanda. Le pavillon Françoise Phoning a été inauguré cet après-midi, un événement couplé à une remise de dons, lits, médicaments et autres accessoires pour l'hôpital. Michael Chikyo et Thierry Nana nous font le compte rendu de l'événement. Le centre médical d'arrondissement de Bépanda présente désormais fière allure. L'inauguration du pavillon Françoise Phoning a donné lieu à la rénovation des toilettes, désormais modernes. Des dons en lits et médicaments ont été également offerts pour le bonheur des malades. Déjà parce que ça va augmenter la capacité des lits de mon hôpital, du moins de l'hôpital dont j'ai la charge. Ça va permettre aux populations d'avoir de meilleures qualités de soins en fonction du don en matériel qui nous a été offert. Et ça va nous permettre que les malades hospitalisés puissent avoir de meilleures conditions pour leur séjour, vu les toilettes qui nous ont été offertes et les salles climatisées. Ces actions visent, selon ses proches, à perpétuer les œuvres débutées par feu Françoise Phoning Tsobni avant son décès il y a 4 ans. C'est un sentiment de joie aujourd'hui et je dirais même que c'est une leçon de vie que je retiens parce que après la mort, qu'on continue à honorer une personne, ça veut dire que cette personne a eu à faire quelque chose d'assez important dans la vie des êtres humains. La commémoration des 4 années du décès de Françoise Phoning fait également la fierté de ses amis et connaissances. Cette grande dame mérite que ses œuvres soient perpétuées. Et ma modeste personne fera le meilleur de lui-même afin que ce vœu se réalise
à la mémoire de tous ceux qui, comme elle, ont servi la nation camerounaise. La célébration de ce triste anniversaire se poursuit demain avec d'autres articulations prévues par la famille. Et un autre magistrat municipal qui a également tiré sa révérence 24 heures après son décès brutal. La figure du maire de Buea reste fortement attachée à son combat pour une vie normale dans sa cité. Entre fierté et regret, les réactions au sujet de l'action de celui qui fut jusqu'à sa mort le premier magistrat de la ville de Buea sont à l'image de la controverse qui alimente la crise dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Patrick Christian Debo et Guy Fotso pour plus de précisions dans cet élément. Comme abattu en plein vol, le premier magistrat de la ville de Buea reste une figure importante de l'opposition à l'action des séparatistes dans la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis un peu plus de 3 ans. Patrick Ekama était l'incarnation de la fidélité à la République, l'incarnation du dynamisme militant, l'incarnation du patriotisme. C'est un homme de conviction et nous sommes plongés dans la tristesse. Cette posture patriotique contraste cependant avec celle d'autres analystes qui voient à travers sa métamorphose les raisons du statut de figure politique controversée dans la gestion de la crise sociopolitique et sécuritaire au sein de la ville dont il était le maire. J'avoue que son engagement politique l'a littéralement transformé. Mourir si jeune, à moins de 50 ans, est toujours regrettable. Parfois, les choix que nous faisons peuvent déterminer nos vies, le regard des autres, la manière par laquelle nous quittons ce monde. Ce départ brutal du maire de Buea reste révélateur de la pression quotidienne dans laquelle sont plongés de nombreux acteurs de cette situation de crise. Je garde de lui l'image de quelqu'un de très actif, de quelqu'un qui était en permanence sous pression. La situation que nous vivons actuellement doit nous permettre d'aller vers un retour de la paix, le dépôt des armes et autres, parce que la pression est forte. La témérité de Patrick Ekama dans la lutte pour une activité normale dans sa ville, qui ne lui aura pas que valu des amis, malheureusement, même après avoir quitté ce monde. Et une autre triste nouvelle dans ce journal, on parle du décès ce jour de l'abbé Antoine de Padoue-Chonan à Gap dans le sud de la France. Le prélat ordonné en 1986 à Berthois était fidei donum dans l'archidiocèse de Douala. Celui qui a été rédacteur en chef du journal catholique L'Effort camerounais entre 2003 et 2007 était depuis 2015 en séjour sabbatique dans le diocèse de Gap. L'Église catholique porte de nouveau le deuil par cette autre perte d'un membre du clergé. Nous y reviendrons certainement. Parlons à présent de l'affaire port autonome de Douala contre Bolloré. Le verdict du juge du tribunal administratif est très attendu. La classe portuaire reste préoccupée sur l'avenir du terminal à conteneurs. La correspondance du secrétaire général de la présidence vient cependant conforter une décision prise par le tribunal administratif il y a près de 2 mois. Les détails, c'est avec Yvonne Katinken dans cet élément. Alors qu'une lettre du ministre secrétaire général de la présidence de la République instruit le directeur général du port autonome de Douala de suspendre l'octroi de la gestion du terminal à conteneurs dans les couloirs de la justice, on apprend ce matin qu'une ordonnance de suspension a été rendue publique depuis septembre 2019. Le port avait été notifié ainsi que le plaignant. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier cette correspondance qui instruit à nouveau la suspension de la procédure? La décision de justice n'avait-elle pas été exécutée? Autant de questions qui préoccupent face à une lettre qui fait état de la volonté du président Biya de laisser la justice conduire jusqu'à son terme l'examen de la requête du géant français. Je décide que, pour une fois, que l'exécutif respecte la justice et en sollicitant ou en demandant qu'on se réfère d'abord aux décisions de justice. C'est une très bonne chose dans la séparation des pouvoirs. Sur la place portuaire, on scrute le ciel en attendant la décision finale du juge
Si Bolloré gagne, Bolloré va revenir devant la scène. Et il faudrait dire que le processus va cette fois-ci compter avec Bolloré. Maintenant, sur les modalités pratiques, on ne peut pas se déterminer. Il ne faut pas exclure que Bolloré perde aussi. À ce moment-là, la justice ayant fait son travail, l'administration va constater et continuer sûrement le processus sans Bolloré. Pour l'heure, les correspondances se succèdent et le verdict reste très attendu en cas de victoire. Bolloré va-t-il réviser ses offres pour une meilleure prise en compte des intérêts du Cameroun? Dans tous les cas, l'enjeu se chiffre en plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et vous parlez de chiffres, Yvonne Katinken. On reste en économie pour parler du classement Doing Business de la Banque mondiale. Le Cameroun occupe une position peu confortable pour un pays qui aspire à l'émergence en 2035. 167e place, soit une place de perdu par rapport à l'année dernière, mais en conservant la place de leader de la CEMAC. Je vous propose de suivre le décryptage de Lille Piedjou et Baudouin Talom. 167. C'est la place qu'occupe le Cameroun sur les 190 pays présents dans le dernier classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Soit une place de perdu si l'on s'en tient au rapport de l'année dernière où le Cameroun occupait la 166e place. Un classement peu honorable qui maintient le Cameroun parmi les 25 pays où le climat n'est pas favorable aux affaires. Néanmoins, il garde une place appréciable dans la zone franc, 9e sur 15 pays. Le Cameroun, en tant que leader de la CEMAC, doit cependant faire des efforts pour promouvoir et accompagner les investisseurs locaux et directs étrangers. Plusieurs indicateurs sont à revoir. La création d'une entreprise coûte 8 fois plus cher aux investisseurs camerounais qu'à ceux de la Côte d'Ivoire. Pour l'obtention d'un permis de conduire, le coût reste élevé et représente 17,6% de la valeur de la construction. S'agissant du raccordement de l'électricité, le prix de l'électricité est plus élevé au Cameroun qu'au Congo et en Côte d'Ivoire. Pour le transfert de propriété, le coût en pourcentage de la valeur du bien est plus élevé dans la zone franc et l'indicateur de la qualité de l'administration foncière est l'un des plus faibles. Dans le domaine des investisseurs minoritaires, des efforts devraient être engagés pour améliorer les droits des actionnaires et la transparence des entreprises. Pour le paiement des taxes et impôts, le temps consacré est 3 fois plus élevé au Cameroun par rapport à d'autres pays. Que ce soit pour le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité, des facilitations doivent être entreprises par les pouvoirs publics. Si le Cameroun aspire véritablement à son émergence en 2035, il doit sortir de sa léthargie pour suivre les pas des pays tels que la Côte d'Ivoire et le Togo. Une infrastructure qui pourrait donner des points au Cameroun pour les prochains classements. On parle de la Ring Road et on voit cela avec vous, Arnaud Gueffak, en direct de la capitale Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir Aimé, Catherine Moukouri, Madame, Monsieur, bonsoir. Un projet justement, comme vous le disiez, qui permettra peut-être d'améliorer ce classement de Doing Business, c'est celui de la construction de la Ring Road dans la région de Cameroun. La Banque africaine de développement à ce sujet réaffirme son engagement à apporter plus de la moitié des financements. Une convention de près de 12 milliards de francs CFA a été signée ce jour pour permettre l'achèvement de la phase d'étude de ce projet qui couvre 365 km de route. Plus de précisions dans ce reportage de Brand Kamga et Hubert Noutier. La Ring Road, la route nationale numéro 15, 280 km sur 365, à aménager et à réhabiliter dans la région du nord-ouest Cameroun. Le maître d'ouvrage, le ministère des Travaux publics, devra travailler sur les tronçons Kumbo-Kambe-Misaje, Misaje-Ndombo, frontière Nigeria, Bamendawoum, Bambuindop-Babessi, y compris la bretelle, Babongo, Dawara. Voilà qui motive la Banque africaine de développement à financer le projet. C'est un important projet en ce qui nous concerne. Ça a été déjà bien conçu par le gouvernement comme étant
un projet intégrateur, un projet qui vient en tout cas désenclaver près de 5 départements dans le nord-ouest du pays. Et c'est des régions aussi qui ont un vaste potentiel en agriculture. La phase d'étude du projet, d'un montant de 12 milliards de francs CFA, sera finalisée grâce à la convention signée ce lundi à Yaoundé entre la BAD et le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. En plus de désenclaver 5 départements dans la région du nord-ouest sur 7, permet de relier cette partie de notre pays au Nigeria, ce qui crée un pont entre la CEMAC, la CEAC et les pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. Un projet intégrateur de 167 millions de francs CFA, la Banque africaine de développement supportera sous forme de prêts 118 milliards de francs CFA à approvisionner sur 3 ans. L'Africa Growth Together Fund apportera sa cagnotte pour 26 milliards et le fonds de contrepartie de l'État du Cameroun, 23 milliards. Jusqu'ici, sur le linéaire de 365 km de la Ring Road, seuls 100 km sont bitumés. L'aménagement des 265 km des pistes en terre donnera à coup sûr un nouveau visage en matière de trafic routier au nord-ouest et entre le Cameroun et le Nigeria. Quittons la Ring Road sur la nationale numéro 11 pour parler de cet incident survenu sur la nationale numéro 1. Il s'agit de ce braquage spectaculaire d'un bus de l'agence Binam dans la nuit de vendredi à samedi. Des individus sans foi ni loi ont emprunté le véhicule au lieu dit mobile émanant ici à Yaoundé en partance pour Bafoussam. Chemin faisant, ils vont prendre le contrôle du bus arme à main et dépouiller les passagers de leurs biens avant de fondre dans la nature. Que s'est-il passé réellement? Réponse dans cette enquête réalisée par Delphine Fonkou et Bertrand Sassé. Heureusement, les victimes de ce braquage, en fait, c'est ce qu'il faut savoir de ce braquage spectaculaire, c'est que aucune victime ne s'est retrouvée à l'hôpital en urgence. Les urgences dont la gestion ainsi que les événements de santé publique préoccupent les institutions au niveau local et international. Un forum justement irrelatif se déroule depuis ce matin à Yaoundé. Les exercices sont surtout pratiques avec des simulations sur la table de la gestion d'une urgence zoonotique et des accidents. Plus de détails dans ce reportage signé Rachaba Segliedna et Samuel Bonis. Le concept Un monde, une santé s'avère aujourd'hui incontournable en matière de sauvegarde et de préservation de la vie humaine. Elle nécessite alors une collaboration intersectorielle. Et c'est sur ce point que le ministère de la Santé publique, accompagné d'autres ministères, s'y emploie ici à Yaoundé. Un but, former leur personnel à la gestion des événements et des incidents pouvant impacter la santé des populations. Le système de gestion des incidents, c'est un modèle de pouvoir gérer tout événement de santé publique. En réalité, il s'agit de pouvoir définir le cadre, les expertises qu'on a besoin chaque fois qu'on fait face à un événement de santé publique. Et si on prenait un exemple précis? Le choléra, déjà, comment est-ce qu'on peut mettre les ressources ensemble, coordonnées pour pouvoir répondre à cette épidémie de choléra? Cette mise en commun et cette intégration des actions de toutes les parties prenantes, dans un souci d'efficience, a besoin de fondamentaux. La gestion des urgences de santé publique serait optimisée si 3 choses principales étaient effective. La coordination favorisera la promptitude dans l'intervention et l'efficience également. Donc coordination, promptitude, efficience. Capaciter les institutions sur le système de gestion intégré des incidents pouvant infecter les populations. Cet atelier durera jusqu'à mercredi prochain en apportant plus d'éclaircies en la matière aux différents participants. La culture du peuple Sanaga Djandi était en expression le week-end dernier à Yaoundé. Les ressortissants de ce canton situé dans l'arrondissement de Ngoro recevaient pour la première fois leur chef supérieur, le tout nouveau intronisé il y a quelque temps seulement. L'occasion a donné lieu à une véritable communion entre les fils et filles de cette localité. Les temps forts captés pour nous par Basek Yetna, une fois de plus. Ils se mobilisent tous pour réserver un accueil chaleureux
en Vemani Somboamba, leur nouveau chef supérieur. Les ressortissants de l'arrondissement de Ngoro, résidant à Yaoundé, expriment leur joie et profitent de l'occasion pour tabler sur le devenir de leur localité. C'est souvent difficile de mettre les gens ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix. L'objectif de cette rencontre était donc celui de rassembler les fils et les filles de l'arrondissement de Ngoro pour leur dire qu'il est désormais temps que nous puissions nous mettre ensemble pour adresser les différents problèmes qui sont ceux spécifiques à notre arrondissement. Une rencontre idoine pour inculquer aux jeunes de cette localité leurs valeurs culturelles, mais aussi de trouver des moyens pour lutter contre la pauvreté. Et puis mon premier point, c'est de rehausser l'image de l'arrondissement de Ngoro, de s'unir, de travailler ensemble, de s'unir avec des frères pour booster le développement de l'arrondissement de Ngoro qui a longtemps sombré parmi les 5 autres. Les élites de l'arrondissement visent à mettre haut le blason de leur localité en faisant valoir son potentiel humain et culturel dans cette société marquée par la mondialisation. C'est parce qu'on est ensemble qu'on fait de bonnes choses. Si on n'est pas ensemble, c'est très difficile. Les grands ensembles en Europe, vous savez, la France, l'Italie, ils se mettent encore ensemble alors qu'ils sont déjà individuellement puissants. À plus forte raison, un petit village. Ce moment est marqué par une ambiance haute en couleurs. Mais en attendant la réalisation des projets, les populations s'exultent de joie de voir redorer l'étendard de leur localité, qui pour eux traîne encore du pain. Revenons sur ce braquage spectaculaire d'un bus de l'agence Binam. Dans la nuit de vendredi à samedi, on le disait tantôt, des individus sans foi ni loi ont donc emprunté le véhicule au lieu dit Mobile et Manaïsi à Yaoundé en partance pour Bafoussam. Chemin faisant, ils vont prendre le contrôle du bus à main et dépouiller les passagers avant de fondre dans la nature. Que s'est-il réellement passé? Réponse dans cette enquête réalisée par Delphine Fonkoutene et Bertrand Sassé. Ici, le banc de touche, là, des babouches abandonnées. Des bouts de papier jetés ça et là, et l'aspect de la verdure témoigne encore de l'événement déroulé à cet endroit. Nous sommes en Colmélène, précisément au lieu dit entrée lycée technique d'Obala. C'est ici qu'ont été dépouillés les plus de 70 passagers à bord de ce bus de l'agence Binam Voyage. Ceux-ci ont été dépossédés de leurs biens, de leur monnaie, bref, de tout ce qui devait faire plaisir ou alors intéresser ces présumés braqueurs. Le film se déroule alors dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Un bus de transport en commun décolle de l'agence Binam Voyage à destination de Bafoussam avec à bord 70 personnes. Le passé du Bafoussam. On a 2600 Bafoussam, on a fallu mettre dans la voiture. Opération de racolage communément appelée Ntama, validée. 4 passagers en plus transportés. Le voyage se déroule sans anicroche jusqu'au lieu dit Carrefour au Bala. Au niveau des chargeurs de Bala, il y a un monsieur qui sort derrière avec l'arme, il vient poser sur ma tête. Que j'obéis tout ce qu'il va me dire. Je vais à 30 à l'heure. Ils sont en train de monter. Il y a un véhicule qui a me dit ralentir, la voiture la passe. Il ralentit, on a démonté, on monte. On arrive à l'entrée du lycée, il me fait virer en brousse. Trajectoire déviée pour une destination inconnue. À bord, des passagers pour la plupart endormis. J'ai vu seulement quelqu'un avec la machette qui disait que personne ne bouge, tout le monde les mains dans la tête. C'est comme ça. Après, il a demandé s'il y avait les passagers qui avaient l'arme sur eux. Il me demande les clés de la voiture, il met dans sa poche. Il descend. Il descend. Son frère qui était en bas, il me dit, tu as combien? Je dois dire, voilà, j'ai 40 000 sur moi, il prend. Où est ton téléphone? Il dit, donne-moi ton téléphone, j'enlève mon téléphone, je lui donne. Il prend encore mon chapeau, il met sur lui, il me couche dans les herbes. Début de l'agression, tous appelés à coopérer. Toi-même, tu enlevais tout, tu lui donnais. Mais ils ont dit qu'il y avait une dernière fois qu'on va descendre les passagers un à un. Là, si tu as laissé 100 francs, c'est là où ça sera un autre problème. Pris de panique, les passagers offrent téléphone, bijoux, argent en espèces et voire en électronique. On dit que nous sommes là pour l'argent. Et si vous voulez que ça tourne mal, ça va tourner mal. Si vous obéissez, ça va se passer sans problème. La fouille se poursuit jusqu'au moment où l'un des agresseurs chargé de surveiller les passagers au sol à Printemps
soupçonne son collègue de s'emparer de la plus grosse partie du butin. Débutent alors les querelles. À un moment, mon convoi s'est échappé. Pour aller maintenant pour venir ici au commissariat signaler. Le commissaire de police d'Obala et son équipe se déploient alors sur le terrain, ramènent les passagers affligés qui sont enregistrés. En présence des responsables de l'entreprise, 2/3 des passagers décident de retourner sur Yaoundé. Il y a certains qui ont décidé qu'ils souhaitaient continuer leur voyage. Donc j'ai fait venir un bus, un chauffeur qui était même déjà là avec moi, qui les a amenés sur l'OFSA. Et les 2/3 des passagers ont choisi de rentrer sur Yaoundé pour regagner leur famille, se reposer, et puis afin que nous puissions nous parler. Maintenant, qu'est-ce qui est fait par Binam pour pouvoir monter du soutien à ces passagers? Alors madame, ce qui est fait par Binam en ce moment pour apporter du soutien à ces passagers, il y a déjà que ce jour, nous avons tenu, et avec la présence du commissaire du 6e, et Kobe, à qui nous disons aussi merci, échanger et donner l'équivalent d'un billet de transport aller-retour pour ceux qui sont partis ou pour ceux qui ne sont plus partis, d'abord en urgence parce qu'ils demandaient réclamation de leurs frais de transport. Maintenant, en ce qui concerne leurs effets qui étaient emportés, la police d'Obala et la police du 6e, le commissariat du 6e, ont des traces, ont des indices qui leur permettront, s'ils prêtent à Dieu, de retrouver ces bandits qui courent encore afin de récupérer les objets emportés. Ces enquêtes permettront notamment de confirmer ou d'infirmer l'identité de l'un de ces présumés agresseurs, dont l'image alimente la toile. Le chauffeur du bus en question, gardé depuis lors pour exploitation au commissariat d'Obala, a été transféré à Yaoundé ce lundi. Il est annoncé ce mercredi 30 septembre une réunion entre les passagers de ce bus et les responsables de l'agence Binam Voyage. Gardez le fil de l'information. L'actualité continue avec vous, à Douala, et Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous, Arnaud Nguefak. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a présidé ce matin à Douala une rencontre pour sensibiliser les opérateurs économiques sur la nécessité d'offrir plus d'opportunités aux jeunes. Un événement qui marque également les prémices de l'initiative Youth Connect Cameroun qui sera lancée officiellement dans quelques semaines. Les précisions de Vanessa Melakamnem et Marius Kossou. Bientôt au Cameroun, une nouvelle plateforme de collaboration visant l'essor socio-économique des jeunes, l'initiative Youth Connect, que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique explique aux acteurs du secteur privé de la ville de Douala. Ceci en raison de leur capacité à offrir des opportunités d'insertion socio-professionnelle. La réussite de cette initiative, c'est le secteur privé, parce que c'est le secteur créateur de richesses qui doit pouvoir engager davantage les jeunes dans le secteur de création de richesses, mais également produire des ressources pour le développement des autres secteurs. Donc, je suis ravi que les opérateurs que j'ai rencontrés aient souscrit à cette initiative. L'initiative Youth Connect, soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement, compte s'appuyer sur l'innovation et la technologie pour atteindre ces objectifs qui sont le transfert des compétences et le financement des projets, entre autres. De manière simple, le Youth Connect, c'est une plateforme qui tend à connecter les jeunes aux différentes opportunités socio-économiques, politiques et civiques. Donc il s'agit simplement de pouvoir créer un environnement favorable à l'épanouissement du jeune, et ceci à travers des partenariats. Les jeunes au Cameroun, c'est à peu près 35% de la population, et nous souhaitons au maximum toucher ces jeunes. Youth Connect est une initiative régionale née au Rwanda en 2012 et qui a permis la création de plus de 3000 emplois en 3 ans. Son lancement officiel au Cameroun est prévu pour le 9 décembre 2019. Sortir l'arrondissement de Douala 4e de l'insécurité et l'insalubrité ambiante qui a élu domicile depuis un moment. Le sous-préfet installé ce jour a reçu pour recommandation de veiller au maintien de la paix et de promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre les populations et les déplacés internes venus du nord-ouest et du sud-ouest. Le compte rendu de la cérémonie avec Michael Chipkio et Thierry Nana. Près de 3 millions d'habitants, répartis sur plus de 210 km de superficie, désormais administrés par Daouda Issa.
Il aura pour lourde charge de lutter contre le grand banditisme, la prostitution, l'insalubrité et le désordre urbain. Les attentes sont nombreuses vis-à-vis de l'homme de 49 ans. Nous espérons seulement que le nouveau sous-préfet qui arrive aujourd'hui va nous voir comme des personnes civilisées, comme des personnes qui nous accueillent aujourd'hui normalement, pas comme une bande de voyous seulement. Et nous espérons une franche collaboration comme avec le sous-préfet sortant. Qu'ils prennent en cause les condoléances des personnes à mobilité réduite dans tous les aspects de leur vie, c'est-à-dire sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire et sur le plan social. L'arrivée massive des déplacés internes du fait de la crise dite anglophone dans l'arrondissement doit faire l'objet d'une attention particulière du natif de la région de l'Adamawa. Le sous-préfet veille à notre sécurité des hommes et des biens, au progrès de la ville de Bonabéry, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel également, et surtout en ce moment où le bilinguisme est plus que jamais d'actualité. Nous en connaissons fortement ici avec les déplacements internes. Arrondissement abritant des centaines d'entreprises et industries, Daoud Aïssa devra veiller au respect des normes pour la prospérité de l'économie camerounaise. C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Je l'ai connu à Bacham, je l'ai suivi à EDA, je suis sûr qu'il est à la hauteur de la tâche qu'il attend à Bonabéry. Administrateur civil principal, le nouveau sous-préfet de Douala 4e était précédemment sous-préfet à EDA. Il remplace Jean-Marc Ekwambaga, fait préfet dans le département du Diamari. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain à même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.